Et donc, je vais essayer de voir avec vous comment la santé publique voit cette question des vulnérabilités. Alors, en introduction, je vous ai mis deux extraits. Un extrait du Lancet, donc grande revue médicale, au mois de septembre, hein, c'est tout récent, qui dit en fait tous les pays considèrent que la santé est un produit du progrès économique, alors qu'on devrait considérer tous que la santé est l'objectif de tous nos systèmes économiques, tous nos systèmes sociaux. En fait, qu'y a-t-il d'autre que la santé? Et moi, ce qui me frappe dans les discussions, je sors un tout petit peu du champ, par exemple, avec les écologistes en ce moment, c'est qu'ils ne font pas le rapprochement du tout entre l'écologie et la santé. Et ils sont extrêmement intéressés par la santé des chauves-souris ou la santé, je sais pas, mais la santé des humains est quelque chose qui ne les intéresse en fait assez peu. Donc voilà. Et puis l'autre phrase du patron de l'OMS qui dit en fait la santé ne commence pas dans la clinique ou les hôpitaux, de la même façon que la justice ne commence pas dans les cours de justice, et de la même façon que la paix ne commence pas sur un champ de bataille. Et là encore, il essaye de dire quoi? Il essaye de dire que cette conception de la santé que nous avons, spécialement en France, parce que la France est quand même très très particulière, et encore dans une intervention tout à l'heure, quelqu'un disait que, ah oui, c'est vous, les professionnels de santé. Non, c'est les professionnels du soin, ce n'est pas des professionnels de santé. Et d'ailleurs, la plupart des professionnels du soin n'ont aucune idée de ce que peut bien être la santé. Voilà, c'est un peu provocateur en début, mais ceux qui me connaissent savent que je fais volontiers comme ça. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour un médecin de santé publique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'on avait comme référence sur les vulnérabilités et la santé publique. Et bien sûr, ce qui vient en premier, c'est le bouquin de Patrick Bodenman, que certains d'entre vous doivent connaître, à Lausanne, à Unisanté. Il se trouve que je viens de faire l'évaluation de la structure Unisanté avec France Légaré. Et bien sûr, on a rencontré Patrick. Et Patrick est quoi? Il est titulaire d'une chaire de médecine des populations vulnérables et chef du département vulnérabilité et médecine sociale. Et tout ça dans un ensemble qui s'appelle Unisanté, qui est un ensemble qui réunit les soins primaires et la santé publique. Et je vous invite vraiment à regarder cette structure Unisanté, qui est une structure extrêmement intéressante. L'autre chose que j'ai faite, parce que maintenant je le fais systématiquement, je demande à une IA, à une intelligence artificielle, pour toi, qu'est-ce que c'est que vulnérabilité et santé publique? Et elle me répond, ça se réfère à la susceptibilité accrue de certains individus ou groupes face aux risques sanitaires, personnes âgées, femmes enceintes, enfants, personnes souffrant de handicap. Ça, c'est le mainstream, c'est la définition mainstream d'une intelligence artificielle sur les vulnérabilités. C'est-à-dire que globalement, c'est à peu près ce que pense une population des vulnérabilités. Et puis bien sûr, je me suis référé aux Canadiens, et notre ami québécois ne m'en voudra pas, bien sûr. Et vous savez qu'il y a un rapport qui a été fait sur l'usage du concept de la vulnérabilité en santé publique, qui a été publié en 2023, et qui dit en fait ce que tu es en train de faire exactement. Il dit en fait c'est une approche multidisciplinaire, mais qui suppose du point de vue de la santé publique, et ça a été un peu évoqué ce matin, la responsabilité populationnelle, la visée préventive, et tu as mis prévention, et la justice sociale, et donc l'équité. Et il se trouve qu'en France, on n'a pas de culture de l'équité, on a une culture de l'égalité, et vous savez que toutes les politiques égalitaires sont inéquitables, et la France, malheureusement, s'est réveillée il y a une quinzaine d'années en découvrant à quel point elle était inéquitable en étant égalitaire. Diapo suivante. Alors, le deuxième terme que tu employais, c'est prévention. Alors, la santé publique, vous savez, on dit dans notre jargon, parce que comme on est choisi en dernier à l'internat, on essaye de se rattraper en disant que nous, on est la science des solutions, en fait. Et en fait, prévention, tu as mis prévention, et prévention, nous, ça fait appel à un cadre très précis, enfin assez précis, et un cadre qui vient de changer, qui a été mis à jour il y a assez peu de temps, et où on distingue la prévention primordiale,
et je vous ai mis ici, là encore, l'Association des facultés de médecine du Canada, mais on distingue la prévention primordiale, c'est-à-dire celle qui ajoute sur ce qu'on appelle les wider déterminants, c'est-à-dire les déterminants lointains de la santé, à la prévention primaire, qui est l'action sur les facteurs de risque des individus, et bien sûr la prévention secondaire et tertiaire que vous connaissez, je ne vais pas détailler. Mais derrière, on fait référence, quand on parle de prévention primordiale, on sait qu'il faut agir sur des agences gouvernementales, enfin globalement sur la politique de santé d'un pays. D'où une thèse que je développe, c'est que en fait, la santé publique doit être une santé publique politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de santé publique si on ne fait pas de politique en même temps. Et puis, un autre aspect qu'on est obligé aussi d'envisager tout le temps en santé publique et en prévention, c'est l'aspect légal et juridique. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut changer les lois si on veut changer la santé et l'approche en santé. Et on l'a vu, la difficulté avec la fin de vie, difficulté qu'on est en train de vivre à quelques-uns. Diapo suivante. Alors, tu as mis institut, et pour tous les universitaires, institut, ça veut dire institut de recherche. Alors, qu'a amené la santé publique dans ce domaine-là? Eh bien, il se trouve que là encore, le cadre de la recherche en santé publique, c'est fortement structuré depuis une dizaine, une quinzaine d'années avec ce qu'on appelle la recherche interventionnelle en santé des populations. Ça fait référence notamment à un travail des Canadiens, à Louise Potvin, pour ne pas la citer, que beaucoup d'entre nous connaissent dans cette salle, qui est celle qui a porté ça, et qui a été repris par les Anglais dans un article que ceux qui s'intéressent, que je conseille à ceux qui s'intéressent, de Moore, de Graham Moore, qui a structuré les processus d'évaluation des interventions complexes. Or, si on veut intervenir sur les vulnérabilités, à coup sûr, on sait que ce sont des interventions complexes. Et une intervention complexe ne peut pas être évaluée sur un modèle expérimental comme un médicament ou comme voilà, quelque chose de banal. Et on fait référence, là aussi, le cadre qu'on utilise, nous, en santé publique, on utilise le cadre de ce qu'on appelle l'évaluation réaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas une évaluation expérimentale, mais c'est une évaluation qui prend en compte le contexte au lieu de le neutraliser comme toute approche expérimentale. Et ces évaluations réalistes, je n'ai pas le temps, qui ont été développées par Paulet et Posson et Tillet, en fait, font référence à des évaluations qu'on appelle quali-quanti, c'est-à-dire à la fois qualitatives et quantitatives. Et à coup sûr, sur les vulnérabilités, c'est ce qu'il va falloir faire. On va être obligé de mélanger les sciences sociales et les sciences quantitatives, c'est-à-dire plus l'approche épidémiologique, statistique, si on veut avoir une chance d'avancer dans ce domaine. Excusez-moi, c'est un peu rapide. Alors, je vais reprendre, pour essayer de me faire comprendre, je vais reprendre un terme qui est utilisé par les Canadiens, qui parle de la crise Covid comme d'une expérience collective de vulnérabilité. Et disent, en fait, on a tous vécu en direct, alors chacun à notre place. Moi, il se trouve que j'étais dans le conseil scientifique qui s'est réuni le 16 mars pour conseiller au gouvernement de confiner tout un pays. Et je vous promets que je n'ai pas dormi pendant 3 jours en me disant mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est devenu complètement fou. Voilà, pour dire le poids que veut dire l'intervention en santé publique. Et l'expérience collective de vulnérabilité, c'est cette courbe que sortait Santé publique France et que je vous ai mise ici. 108 000 décès en un peu plus d'un an. Et donc, on se dit, ah oui, cette épidémie, c'était une épidémie classique. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, en fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que vous avez des courbes selon l'âge. Vous avez la courbe bleue, c'est les plus de 70 ans. Et puis, vous avez dans le tableau le nombre de décès selon que vous étiez dans un EHPAD, 26 000 décès, que vous ayez plus de 70 ans, 70 000 décès. Et puis, vous voyez que moins de 30 ans, 89 décès en 1 an et demi. C'est-à-dire que l'épidémie que nous avons vécue, ce n'est pas du tout une épidémie
qui attaquait l'ensemble d'une population, etc. C'est une épidémie des vulnérabilités. Et si on va un tout petit peu plus loin, diapo suivante, eh bien en fait, on calcule le risque relatif dans ces tranches d'âge, et vous voyez que dans un EHPAD, le risque de décéder, c'était 4 393 pour 100 000. Et à moins de 30 ans, c'était 0,38 pour 100 000. C'est-à-dire que quand vous introduisez le dénominateur, comme on fait en épidémiologie, on s'aperçoit que les risques, en fait, moi je n'ai jamais vu de toute ma vie des risques relatifs de ce niveau-là. Je n'ai jamais vu des différences pareilles. Et si vous prenez simplement les plus de 70 ans, eh bien vous aviez 800 par rapport à un risque de 0,38 à moins de 30 ans et 6 pour 100 000 entre 30 et 50 ans. Et voilà l'expérience de la vulnérabilité, l'expérience collective de vulnérabilité que nous avons vécue. Qu'en avons-nous fait? Rien. Et en fait, l'épidémie s'est arrêtée et on retourne tous chez soi, chacun a ses occupations. Voilà, ceux qui étaient dans le conseil scientifique sont occupés de soins palliatifs, etc., etc. Mais si je vais un tout petit peu plus loin, je vous parle des risques relatifs, mais essayons de voir un tout petit peu, dommage que Emmanuel soit parti, mais vous regardez maintenant quelle population était touchée. Vous apercevez que si vous étiez d'un pays, vous étiez né dans les pays d'Afrique, votre risque était de 114% supérieur au risque de base. Et le risque était de 22% si vous étiez né en France, 54% si vous étiez né au Maghreb et 91%. Mais vous avez la même chose, la Seine-Saint-Denis par rapport à Port-Royal, par exemple, ce n'était pas exactement la même chose. Parce que selon que vous étiez dans un petit appartement à 6 ou tout seul dans une villa, parce que vous aviez eu le temps de partir le lundi quand vous avez entendu parler de confinement, eh bien, en fait, votre risque n'était pas du tout pareil. Et on voit que cette vulnérabilité, en fait, certes, elle était médicale, mais elle est bien évidemment sociale, et c'est ce que j'essayais de démontrer. Un autre point, on a fermé les écoles, et j'étais dans le groupe de ceux qui ont fermé les écoles. Simplement, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Et les conséquences d'une mesure de confinement destinée à protéger qui? Des personnes de plus de 80 ans, globalement, en empêchant d'aller à l'école des gens dont le risque était voisin de zéro. En fait, les conséquences, on les vit maintenant. Et quand on voit la dégradation de la santé mentale dans les classes, pas les classes primaires, mais dans les collèges et dans les lycées, toutes les mesures qu'on a sont absolument dramatiques, sont les conséquences directes de mesures de santé publique qui ont été prises pour protéger les plus âgés, les plus vulnérables. Et après, on peut quand même se poser la question de savoir comment on gère cette vulnérabilité. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. J'étais de ceux qui ont proposé que les personnes âgées restent confinées un peu plus longtemps. Et d'ailleurs, Jean-François Delfrécy est allé proposer ça. Les réactions qu'il a eues en disent long sur la solidarité dans notre pays et la façon dont les vulnérables acceptent de prendre des mesures là pour protéger les autres, puisqu'il s'agit de faire reprendre l'école à ceux qui étaient privés d'école. Alors, question aussi, est-ce que les besoins des Français sont satisfaits? Alors, vous savez, sur la problématique des besoins en santé, c'est une problématique qu'on traîne depuis très très longtemps, parce qu'en fait, on a une approche de la santé en France qui est une approche par la consommation. Hein. On fait de l'épidémiologie, en fait, globalement, avec les notes en sortant de l'hôpital. Hein. C'est à peu près ça. C'est-à-dire on fait une épidémiologie de facture. Bon, quand on demande, et l'OCDE l'a fait, est-ce qu'on répond aux besoins? Et vous voyez ici, je n'ai pas de flèche, mais la France, en fait, est avant la République slovaque, l'Islande, la Lettonie, la Finlande, la Roumanie, la Slovénie, la Grèce et l'Estonie. Tous les autres pays sont avant. Et on voit surtout que selon que vous êtes dans les revenus les plus élevés ou les revenus les moins élevés, votre réponse n'est pas la même. Et que les gens aux revenus les plus faibles
pensent que le système répond moins bien à leurs besoins. Et on voit tout de suite que les personnes les plus vulnérables, si tant est que le revenu soit une estimation de la vulnérabilité, considèrent qu'on répond moins à leurs besoins. L'autre, c'est le rapport de l'adresse, et vous avez ici, en fonction du décile de revenus, le risque relatif d'avoir une maladie chronique, de vivre avec une maladie chronique ou de décéder avec une maladie chronique, ce qui n'est pas la même chose, hein, on prend les trois. Et vous voyez que les rapports sont absolument considérables, près de 3 fois plus de risques pour les maladies psychiatriques, près de 3 fois plus de risques pour les maladies du foie et du pancréas, 2,5 pour le diabète, etc., etc. Et on voit bien donc que nous ne sommes pas du tout égaux devant un risque qui est le risque de maladie chronique, et que ça fait appel, bien entendu, à autre chose qu'on appelle les déterminants de la santé. Je vais y revenir dans un petit moment. Et l'autre schéma, je laisserai le diaporama, hein, l'autre schéma, c'est la différence entre les ouvriers et les cadres. Et vous savez qu'en France, il y a 13 ans d'espérance de vie de différence entre les gens qui sont bac plus 5 et les gens qui n'ont pas le bac. 13 ans d'espérance de vie. Il n'y a pas d'autres pays en Europe qui arrivent à faire cette performance, si je peux dire ça comme ça. Alors, diapo suivante. Ce qu'on constate, en fait, n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? C'est parce que sur le plan démographique, je vais aller très vite, et vous avez ici la courbe en bas à gauche, vous avez la courbe d'espérance de vie entre les 20 les plus élevés et le 20 le plus bas, 13 ans pour les hommes et 10 ans pour les femmes. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Vous savez que le croisement entre les naissances et les décès va se faire aux alentours de 2000. On attendait 2035, mais ça va être avant, probablement 2030. Mais à partir de ça, on calcule le taux ce qu'on appelle le taux de dépendance, c'est-à-dire le nombre d'actifs par rapport au nombre d'inactifs. Et en fait, on était à 0,5, enfin à 53%, et on va être à près de 80% d'ici 2050. C'est-à-dire qu'en fait, notre système solidaire des actifs qui s'occupent des inactifs, en fait, ne va pas tenir. Ne peut pas tenir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une incapacité, on est devant une impasse. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on va résoudre cette impasse? Je n'ai pas le temps de détailler. Autre problème, le Haut Conseil a fait l'analyse des menaces, parce que c'est ce que nous demande le ministère tous les 5 ans. Quelles sont les menaces pour la santé de la population française? Première menace, la menace environnementale. Deuxième menace, la menace infectieuse. Troisième, les maladies chroniques. Et puis on a rajouté, dans la nouvelle version, on a rajouté les maladies mentales, la santé mentale, et la santé de l'enfant. Et puis, j'ai rajouté l'avis 140 du comité d'éthique avec le risque éthique là derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les principales menaces sur la santé de notre pays dépendent en fait de déterminants, et notamment de déterminants sociaux. Car la sensibilité à l'environnement, la sensibilité aux maladies infectieuses, j'espère vous l'avoir démontré, la sensibilité aux maladies chroniques, tout ça dépend de déterminants, ce qu'on appelle de wider déterminants, en amont des déterminants de l'individu. Et cette structuration, en fait, des menaces pour la santé fait que notre pays est extrêmement fragile, en fait, à la vulnérabilité des populations et que c'est une urgence qu'on arrive à prendre ça en compte dans notre réflexion. Alors, diapo suivante. Qu'en est-il des modèles de santé? On a parlé tout à l'heure du modèle biomédical. Hein. Jusqu'à présent, on avait un modèle assez simple. Une pathologie, on allait à l'hôpital, on guérissait. Ça va très bien pour les maladies aiguës. Il se trouve que ça ne va absolument pas pour les maladies chroniques. Et vous avez ici le modèle de 2007, le modèle de santé de 2007. Et vous voyez qu'en 2007, l'OMS introduit la vulnérabilité. Et donc, la vulnérabilité, maintenant, est une composante des modèles de santé. Ce qui nous oblige à prendre en compte, quand on aborde un problème de santé, de prendre en compte la vulnérabilité au sens du risque supérieur d'une partie de la population, donc d'avoir une approche populationnelle. Car si on ne fait pas ça, en fait, on passe à côté
de quelque chose d'important, qui est notamment l'équité en santé. Je passe très rapidement, je suis désolé, mais c'est pour être à grands traits. Diapo suivante. Et vous avez ici, en fait, la relation entre les facteurs individuels et la société. Et en fait, on voit qu'il y a des interactions en permanence entre le contexte social, le contexte politique et les composantes individuelles. Et que ces interactions, en fait, sont un champ d'étude parce qu'en fait, ces interactions sont assez mal documentées. Et notamment, on n'est pas capable de mesurer le poids de ces interactions. Diapo suivante, et voilà ce que j'appelle, moi, le chaînon manquant, c'est que la dernière version de l'OMS a introduit la littératie en santé, et que probablement, en fait, une grande explication de la vulnérabilité d'une partie des populations, c'est la faiblesse de la littératie en santé de ces populations. Et qu'une façon de corriger les vulnérabilités, ça reste à démontrer, il y a pas mal d'études en ce moment de recherche interventionnelle, mais en tous les cas, on peut s'engager là-dedans avec peu de risque d'erreur, en modifiant le niveau de littératie d'une personne, d'un groupe de personnes, en fait, on diminue sa vulnérabilité et on commence à avoir des études qui sortent là-dessus. Alors certes, il faudra documenter, et je vous ai mis ici la publication de Nutbeam, qui est le premier à avoir décrit la littératie en santé avec ses 3 niveaux. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Alors, bien sûr, la question qu'on se pose, mais ces vulnérabilités, où sont-elles? Et on en discutait tout à l'heure avec Florence. Vous savez que le système de soins ne joue que pour 20% de la santé d'une population. C'est-à-dire que nous dépensons 250 milliards d'euros par an pour 20% de la santé d'une population. Tout le reste se passe ailleurs. Et tout le reste, vous le voyez, se passe dans les facteurs socio-économiques, les facteurs environnementaux, et vous voyez même que les comportements, on discutait de ça tout à l'heure, ne contribuent que pour 30%. Alors pourquoi contribuent-ils que pour 30%? C'est parce qu'en fait, l'essentiel de nos comportements sont socialement distribués. Et le fait que vous fumiez ou non n'a rien à voir avec votre volonté individuelle ou notre volonté individuelle. Nous fumons parce que nous sommes socialement conditionnés à fumer et nous mangeons de telle façon parce que nous sommes socialement conditionnés, etc. Et c'est pour ça que les facteurs socio-économiques comptent à ce point dans ces modèles de santé, mais pour l'instant, il y a à peu près une unanimité mondiale pour catégoriser les facteurs de cette façon. J'ai fini. Alors, je passe très rapidement. Un petit mot simplement entre équité et égalité. Je vous ai mis le toolkit américain qui est proposé en libre service. Vous avez ici la différence entre l'équité et l'égalité. Vous savez que, voilà, si on donne à tout le monde le même vélo, globalement, ça ne va pas marcher. Et que la prise en compte des vulnérabilités est probablement de donner un vélo adapté. Alors, je vais passer assez vite, je suis désolé. Voilà, je vais aller tout de suite à ça. Et pour terminer, quand on fait des politiques de santé, et notamment en France, on fait des politiques égalitaires, et non pas en respectant le principe de l'universalisme proportionné que nous a appris Michael Marmot. Eh bien, vous avez ici la politique contre le tabac, avec en bleu clair le premier tercile de consommation et le troisième tercile le plus élevé en noir. Et vous voyez qu'alors que le taux de consommation de tabac était les mêmes à peu près pour tout le monde, au bout de 20 ans de politique contre le tabac, ce sont essentiellement les plus favorisés qui ont arrêté de fumer. Pas de chance parce que c'est déjà eux qui avaient déjà 13 ans d'espérance de vie supérieure aux autres. Et donc, quand vous avez des politiques en prévention qui sont des politiques qui ne prennent pas en compte les vulnérabilités, et on peut considérer que les revenus sont... Parce qu'on a la même chose sur les chômeurs, les actifs, etc. En fait, on sait qu'on va accroître les inégalités. Alors certains disent, oui, mais c'est pas grave, après il y aura le ruissellement. Ça marche peut-être en économie, Florence nous le dira, en santé publique,
en santé publique, il n'est pas sûr que le ruissellement marche. En tous les cas, on n'a pas de preuve que le ruissellement marche. Pour terminer, simplement, diapo suivante, les Canadiens ont proposé une grille qui est une grille de réflexion éthique concernant les vulnérabilités. Dans la prise en compte des vulnérabilités dans les programmes de santé publique, ils ont proposé une grille assez simple. Je vous l'ai mise ici, je ne sais pas si vous la connaissiez. Certains d'entre vous doivent la connaître. Elle est assez facile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle prend en compte les valeurs. Et on n'en a pas parlé, mais les systèmes de santé reposent sur des valeurs, mais les interventions reposent aussi sur des valeurs. Et on ne peut pas séparer les valeurs des résultats attendus. Voilà, pour terminer, dernière diapo. En fait, le concept de vulnérabilité est très large. Il est transdisciplinaire, c'est les Canadiens qui nous l'ont rappelé. Il associe les inégalités sociales de santé, donc l'épidémiologie sociale, la prise en compte des diversités, donc l'approche populationnelle, et celui de l'équité des interventions, c'est-à-dire des principes d'intervention en santé publique. Et est-ce qu'on applique le principe d'équité ou non? Et simplement pour terminer, la question, c'est est-ce que notre système de santé est capable de prendre en compte les vulnérabilités? Eh bien, moi, je pense que non. Et je pense que le système actuel, qui repose en fait sur l'industrialisation de la production de soins et la financiarisation des activités, n'est pas du tout armé pour prendre en compte les vulnérabilités. Et donc, en fait, si on veut les prendre en compte, il faut probablement faire évoluer le système, parce que dans son état actuel, je ne vois pas comment on pourra faire. Merci beaucoup.